Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La science des sciences. Cette semaine, nous abordons la recherche en contexte autochtone. Notre premier invité, Jean-Philippe Bernard, est professeur en histoire du Québec et du Canada à l'Université du Québec en Outaouais. Notre seconde invitée, la professeure Eva Ottawa, est professeure en droit à l'Université d'Ottawa. Elle est derrière le nouveau certificat en droit autochtone et a récemment publié, en 2023, le livre Adoption coutumière. Nous vous invitons donc dans notre discussion. Bonjour tout le monde, re-bienvenue au podcast La science des sciences. Cette semaine, nous avons deux nouveaux invités extraordinaires. Je me tourne tout de suite vers vous. Et d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. On va tout de suite commencer à présenter un peu vos sujets de recherche, un à un, pour se mettre dans le bain. Donc, on peut commencer ici, juste présenter ce que vous faites, ce qui vous motive actuellement, et les méthodes aussi qui sont attribuées à vos recherches. Donc, je m'appelle Jean-Philippe Bernard, je suis historien de formation. Ma spécialisation, en fait, la période sur laquelle je me suis formé, où j'ai fait ma thèse de doctorat, c'est sur la Grande Dépression des années 1930. Donc, je me suis intéressé à la question du chômage, à la pauvreté et surtout aux politiques qui sont mises en place par les gouvernements pour atténuer les effets du chômage, dont la principale, qui est en fait la principale dans mes recherches, qui est le retour à la terre et les politiques de colonisation. Donc, c'est le grand chapeau, le grand parapluie des recherches sur lesquelles je travaille actuellement. Puis en tant qu'historien, on fait affaire, j'imagine, avec des archives. Ouais. Il y a des textes historiques, gouvernementaux aussi. Oui, grande variété, en fait, de textes, tout dépendant de l'angle sur lequel on décide de l'aborder. Moi, j'adopte une approche de l'histoire sociale. Ce qui m'intéresse essentiellement, ce sont les sources qui nous donnent un portrait de la vie des gens à cette époque-là, le plus possible, à travers des sources qui sont le moins altérées par les différentes formes de manipulation par le temps, c'est-à-dire une source directe qui a été écrite de la main d'un colon ou d'un ancien chômeur, par exemple, versus celle d'un fonctionnaire. Je vais privilégier celle du colon pour essayer d'interpréter les choses, mais je cherche aussi à comprendre les différents aspects de ces questions-là, donc à travers les différentes différentes sources, journaux et archives gouvernementales aussi. Très bien. Et ici? Oui, Eva Ottawa, Dekmekneruisko Nyapskak Dekera. Moi, j'ai commencé la recherche en 2012. C'était vraiment pour aller documenter les pratiques, nos traditions juridiques dans différents domaines. En 2017, j'ai été approchée par la faculté de droit, section droit civil de l'Université d'Ottawa, pour faire des études supérieures. J'ai un bac en sociologie, un bac en droit aussi, et j'ai décidé de me lancer vers les études à la maîtrise en droit. J'ai documenté la pratique de Obikron-Suwin, qu'on appelle en Atikamekw-Norumwin, c'est la prise en charge d'un enfant. Il y a eu la reconnaissance de l'adoption coutumière autochtone au Québec en 2018. Alors, j'ai décidé d'aller documenter nos pratiques avec les gens de ma communauté et j'ai fait les entrevues dans ma langue maternelle et quand j'ai analysé les données, ça a été vraiment un défi, les défis linguistiques, parce qu'il y a beaucoup de termes qui ne pouvaient pas se transposer au niveau des notions du droit civil. Alors, j'ai commencé l'analyse des données. Je suis retournée dans ma communauté pour mieux comprendre, saisir les notions, les termes dans la langue.
pour finalement comprendre que la langue, notre langue ancestrale, maternelle, Adikmiok Norumwin, contient du droit. Alors, c'est un peu ça, là-dessus que je veux poursuivre mes recherches. Entre-temps, j'ai commencé à enseigner à la faculté de section de droit civil sur les cultures juridiques, les traditions juridiques autochtones. J'ai également développé un programme de certificat en droit autochtone parce qu'on avait à l'Université d'Ottawa avait un programme de pré-droit pour préparer les étudiants autochtones vers les études en droit, la licence en droit. Moi, j'ai passé par ce programme-là en 99 pour pouvoir aller étudier en droit. Alors, à partir de cette expérience-là et de ma recherche, j'ai travaillé sur un programme pour avoir davantage d'Autochtones dans les études en droit. Mais on a eu un autre défi par rapport à quand on a voulu mettre le programme en place, c'était le contenu pédagogique. On est un peuple de tradition orale, c'est complètement un autre système. Notre système, il n'est pas nécessairement écrit. On est un peuple de tradition orale, alors tous les enseignements éthiques et juridiques se transmettent de façon orale avec les récits, contes et légendes, les cérémonies, les chants. Alors, on continue à travailler. On a eu du financement de Justice Canada, justement, pour aller voir nos aînés porteurs de savoir, gardiens de la langue, pour pouvoir s'en servir dans le cadre de notre programme. Alors, moi, je dirais que mon sujet de recherche, mon objet de recherche, c'est vraiment utiliser ma langue maternelle, notre langue ancestrale, pour documenter le droit, nos pratiques de droit. Ah, c'est fascinant. Donc, c'est vraiment plus ici, on étudie la question orale, ici on est dans les textes écrits. C'est vraiment deux approches distinctes dans l'académique, mais pas si distinctes que ça. Récemment, il y a plusieurs recherches qui ont démontré aussi que tout ce qui est tradition orale était excessivement fiable aussi. Tout comme le texte, et en fait, il y a des biais qu'il peut avoir, mais c'est de plus en plus valorisé dans le milieu académique, il me semble. Comparativement peut-être à l'histoire, il y a plusieurs décennies qui valorisaient beaucoup le texte, beaucoup moins d'importance pour la tradition orale. Est-ce que je me trompe dans le développement en termes d'histoire, en termes de discipline? Non, en fait, dans la pratique historienne, à ma connaissance, les études en histoire autochtone, ethno-historienne, histoire des femmes sont celles qui ont pas mal introduit l'histoire orale parce que c'était des personnes qui étaient très souvent absentes, ou en fait leur voix était absente des sources écrites le plus souvent. Donc ces questions-là sont apparues à peu près dans les années 80-90. Ce qui commence à faire quand même quelques années, mais c'est peut-être pas non plus un aspect dominant de la pratique en histoire. Mais l'histoire orale, c'est une façon finalement de pallier à ce manque de données écrites ou de sources qui pourraient permettre de documenter des communautés marginalisées ou moins présentes dans les sources. Et je me demandais, est-ce que vous faites de la recherche de terrain finalement? Donc vous allez là, c'est votre propre communauté, donc vous la connaissez assez bien. Mais ça doit être plaisant de faire ça dans sa propre langue maternelle. Oui, parce que c'est sûr, moi j'ai fait mes études dans la langue coloniale, le français, que j'ai apprise quand j'ai commencé le primaire à 5-6 ans, parce que chez nous, notre langue est encore très, très vivante. On l'apprend à la maison. Et moi, j'ai commencé mes études dans la langue française. On a toujours... j'ai quand même toujours utilisé couramment ma langue. Mais on est
pendant mes études collégiales, universitaires, j'ai toujours, j'ai étudié au Québec en français. Et quand j'ai fait, je pense que la recherche sur l'adoption coutumière Robichaud-Swin, ça m'a permis de me reconnecter aussi avec les enseignements dans ma langue maternelle, ancestrale. Et le fait d'avoir été voir les aînés pour mieux comprendre ou bien essayer des termes, des notions que j'avais dans les données. Et ça m'a amené à vouloir aller plus loin dans d'autres domaines. D'ailleurs, il y a 2 ans, j'ai fait proposer un atelier de réflexion sur le lexique juridique parce que j'avais assisté à un forum communautaire dans la communauté qui avait été initié par le chef de ma communauté, Siby Flamand, où est-ce qu'il invitait tous les secteurs de services de la communauté à aller présenter à la population les programmes, puis qu'est-ce que les besoins des membres. Et ce qui était ressorti beaucoup, c'est de valoriser la langue, de trouver une façon d'encourager nos jeunes, puis même par rapport à l'identité, le territoire, de revoir un peu le système éducatif et d'intégrer aussi les savoirs de nos anciens dans le cursus. Alors, à partir de là, j'ai proposé l'atelier de réflexion sur le lexique juridique. J'ai invité, en collaboration d'ailleurs avec la communauté, j'ai invité les participants des aînés, des gardiens de la langue on était une 15aine et j'avais choisi comme l'enfance, la famille, des termes, notamment comment on voit la notion de bien-être de l'enfant. Mais c'est des termes assez... Puis quand l'aîné, le patriarche de la communauté, Joe Ottawa, a commencé à expliquer toutes les facettes là, de... bien-être de l'enfant. Fait que, ça l'emmène à un autre... la richesse des enseignements, comment notre langue contient le droit. Puis l'autre thématique qu'on avait abordée, c'est l'organisation sociale et gouvernance. Et d'ailleurs, à ce moment-là, parce que j'ai quand même eu, la recherche, c'est comme ma 3e vie qu'on peut dire. J'ai été consultante, j'ai fait de la politique, grand chef Une grande carrière. Alors, j'ai travaillé aussi avec, à la table centrale de négociation. On est en processus de négociation avec les 2 paliers de gouvernement depuis 40 ans. Et à la table, les discussions se font dans un cadre juridique occidental. Et on avait quand même... répertorié quelques mots dans notre langue qu'on voulait utiliser, entre autres Rushwewin, qu'on utilisait pour désigner les lois qui seraient adoptées par le gouvernement Atikamekw, Néruisio. Et finalement, quand on a discuté lors de l'atelier de réflexion, il y a le patriarche Joe Ottawa qui a expliqué Rushwewin, la signification, les enseignements de Rushwewin, pour décrire le processus délibératif là, en 12 étapes, puis que c'est important de suivre chaque étape pour s'assurer que nos décisions soient solides. Alors, il y a beaucoup de termes qu'on a pu discuter parce qu'il y a quand même des enseignements sacrés quand on regarde les termes qui comme Unikyonan aussi, c'est le terme qu'on utilise pour désigner les parents, mais il y a des enseignements qui sont inclus là-dedans.
Togyo, la naissance. Puis Nigyuk aussi. Nigyuk, c'est la loutre. Ça fait partie de notre récit de la création. C'est lui qui est allé chercher les graines de sable au fond de l'eau pour les ramener à la surface et permettre la naissance de l'être humain. Alors, c'est ce que les participants disaient. Ça amène une autre... de savoir ces enseignements-là, puis comment on peut les... comment ils nous ont guidés aussi dans notre système juridique, notre façon de faire. C'est vraiment... Parce qu'aujourd'hui, avec la langue française, on va souvent utiliser le terme « parent ». Mais quand on réfléchit à partir des termes dans notre langue, ça amène une autre dimension. Ça nous reconnecte à notre être, ça donne d'autres sens. Alors, je pense que moi, j'adore... je suis en train de redécouvrir ma langue d'une autre... façon, c'est vraiment animant, motivant. D'ailleurs, les participants qui étaient là, ils voulaient... on avait juste 4 thématiques, puis on termine le mois prochain au niveau de la santé mentale, santé territoriale. On a beaucoup de termes à discuter, mais les participants ont demandé de continuer avec d'autres domaines du droit, parce que ça permet on parle beaucoup de revitaliser notre droit aussi. C'est important. C'est fascinant. Je pourrais demander juste, avec un regard historique, ce qu'on voit des projets comme ça, il me semble qu'il y en a plusieurs au Canada. C'est pas juste ici, c'est au Québec, c'est dans l'Ouest. Des projets de valorisation de la langue de plus en plus qui se font et qui fonctionnent. Il me semble que dans l'histoire coloniale, on vit quand même un beau moment à ce niveau-ci. Rien n'est parfait, là. Mais est-ce qu'on est quand même, quand on regarde historiquement, content de ce qu'on voit, des progressions dans les derniers 20 ans, peut-être? Je pense pas que c'est à moi qu'il faut poser la question. Non, mais c'est juste pour avoir l'aspect historique d'un grand retour. Tu connais aussi dans les relations... entre l'État canadien et certaines communautés. Moi, j'étudie ces rapports-là vraiment plus dans une perspective de colonialisme. Je m'intéresse au contact entre l'État canadien puis les Premières Nations, mais moins dans la perspective qu'ont vécu les Premières Nations, plus dans les actes que va porter l'État canadien ou provincial à travers le temps. Je pense qu'il y a une distinction quand même très importante à faire, à savoir que ce que j'analyse, c'est pas vraiment le vécu des Premières Nations, c'est vraiment l'expérience, en fait, ou la construction du colonialisme canadien ou québécois. Puis à travers de ça, je pense que l'évolution qui s'est faite dans les dernières années, c'est plus une question sociologique puis politique, historique, qui prend forme quand même bien avant la période contemporaine, si on veut, mais qui se consolide quand même beaucoup dans les années... fin des années 60, années 70 en particulier, avec des Premières Nations qui réussissent à se fédérer, à avoir des organisations politiques de plus en plus volubiles, si on veut, sur la scène politique. Et là, qui va emmener aussi toute la suite juridique de ces questions-là, notamment au niveau des revendications globales, revendications territoriales particulières. Et le rendu là, je pense que une membre d'une Première Nation est probablement plus en mesure de répondre à cette question-là que moi. Mais je vais poser une question pour les deux. Je pense que c'est pour mettre plus au clair avec le public, la distinction du rôle de l'État canadien et l'État québécois dans ces rapports. Parce qu'on parle du Canada, je pense, c'est un peu plus clair. C'est quoi le rôle du Québec? Comment on interagit avec l'État québécois? Je sais qu'il y a eu une carrière politique, là, donc je pense que ça a été fait. C'est quoi leur rôle? Parce que la loi, elle est fédérale, la fameuse loi qui est encore en vigueur, même si nos politiciens ont dit qu'elle allait y mettre fin il y a déjà quelques années. Mais le Québec, c'est quoi? Comment on interagit avec ce palier de gouvernement-ci? Au niveau politique, historique, là, j'essaie de... Mais
Mais c'est juste pour recadrer un peu le rôle de l'État québécois dans l'histoire, mais aussi de nos jours. Là, on a quand même un ministère, un ministre qui devrait faire, qui fait ce travail-là d'entrer en contact avec les Premières Nations. Mais c'est quoi le rôle exactement si, techniquement, le Canada a un grand rôle à jouer, mais les provinces, eux, c'est quoi leur rôle plus spécifique ou... Je pense que il y a la relation avec la couronne, c'est fédéral, provincial. Il y a un rôle, il doit soutenir les démarches, puis il est aussi... il a été impliqué dans le processus de colonisation. Fait qu'il doit aussi contribuer à toute la démarche de décolonisation que les Premières Nations veulent mettre en place là, dans différents domaines. Oui, est-ce que c'est plus spécifique au domaine provincial dans éducation, santé? Dans une perspective très contemporaine, moi je peux pas répondre aussi bien que Mme Ottawa, mais dans une perspective historique, le Québec, c'est un peu laver les mains de la question autochtone jusqu'à peu près au premier et seul traité québécois, là, le traité de la baie James, du nord du Québec. Avant ça, le Québec ne reconnaissait pas la présence territoriale autochtone, n'a jamais signé de cession territoriale. On vit sur un territoire encore non cédé, malgré le fait que les cessions ne sont pas non plus une solution qui se sont avérées durables dans le temps. Il y avait des territoires réservés qui ont été attribués essentiellement par des lois pré-confédération. Donc, à partir du moment où la Confédération, le pacte confédératif a été signé, les provinces ont hérité de la gestion des terres de la couronne. Certaines provinces ont géré de certaines façons les terres. Au Québec, on a adopté la même position que la Colombie-Britannique. On n'a pas signé de cession territoriale, donc on a occupé le territoire sans tenir connaissance, en fait, de la présence autochtone. Ça, c'est la perspective plus ancienne, jusqu'aux années 70, où là, la question autochtone va refaire surface avec l'expansion canadienne vers le nord, en particulier vers la construction des barrages hydroélectriques, donc des grands chantiers hydroélectriques. Et là, il va y avoir probablement un premier grand clash politique évident entre les nations qui sont en mesure aussi de se défendre politiquement puis juridiquement, peut-être comparativement à ce que c'était le cas au début du 20e siècle. Mais après ça, la question de la santé, de l'éducation, ça, c'est des enjeux qui relèvent effectivement du provincial, mais étant donné la responsabilité fédérale vis-à-vis des questions autochtones, c'est une question qui est partagée entre les deux paliers de gouvernement. Mm-hmm. Bref, c'est plus compliqué encore que... Oui, c'est très compliqué comme question. Mais je voulais revenir sur, en fait, deux termes qui sont bien connus maintenant. Vérité et réconciliation. Au début, je pensais à ce podcast-ci et je m'étais dit, bon, vérité, ça me semble clair. À voir les dernières années, il faut peut-être revenir sur le concept de vérité et parler dans le contexte autochtone. Vérité. Ce mot-là, qu'est-ce qui résonne avec ce mot-là? Qu'est-ce qu'on dit avec le terme vérité? Oui, en Atikamekw Norumwin, vérité, ça veut dire tabwewin. Puis c'est vraiment quand on regarde avec la commission vérité et réconciliation, c'est de reconnaître aussi tout ce qui s'est passé, quand on regarde l'évolution depuis le début de la colonisation avec la loi constitutionnelle de 1867, l'adoption de la loi l'acte des sauvages, la loi sur les Indiens, toutes les interdictions qui ont eu, tous les impacts aussi qui ont été amenés par cette loi-là, qui continue encore aujourd'hui de nous affecter, qui a vraiment voulu
contrôler nos façons de faire qui nous ont mis dans des petits territoires, dans les réserves, enfermés, alors que pour changer notre mode de vie, qui a aussi déresponsabilisé nos familles avec les pensionnats, puis qui ont voulu aussi, par rapport à la langue, qui interdit, que les pensionnats interdit l'utilisation de la langue. Malheureusement, ça l'a touché beaucoup de Premières Nations, ça l'a affecté beaucoup de Premières Nations. Chez nous, on a pu préserver notre langue, mais... c'est pas le cas de toutes les communautés du tout. Hein. Oui, vraiment. Puis je pense que c'est de faire connaître tout ça, faire savoir tout ça. Je regarde encore les livres d'histoire dans nos écoles secondaires qui dépeignent, qui donnent un portrait vraiment négatif des Premières Nations. Alors, il y a encore du chemin à faire. Je pense qu'il faut rétablir l'histoire. L'enseignement de l'histoire, ça reste un élément important. Je ne sais pas si vous avez regardé plus récemment les livres qu'on utilise. Nous, ça fait quand même pas moins longtemps que vous qu'on est passé par le système d'éducation. Je m'en rappelle de mes cours d'histoire secondaire. Essentiellement, avec les relations avec les Autochtones, c'est deux aspects. Il y a le contact européen et pré-européen, ou les maisons longues. Là. ça, je m'en souviens. Et après, on oublie et on en reparle dans les dernières décennies, avec la Révolution tranquille, dans ce moment-là, on se remet à en parler. Sinon, dans mes cours d'histoire, c'était ça. Je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui, je ne sais pas si tu es au courant de... Moi, je ne suis pas dans la didactique de l'histoire non plus, donc mais c'est une demande répétée d'améliorer les cours d'histoire qui ont des problèmes, mais en fait, qui ne parlent pas assez. Et il y a aussi des critiques qu'on peut entendre qui vont dire, oui, mais des gens un peu plus vieux qui vont dire, oui, mais l'histoire ne change pas. Pourquoi on enseigne ces choses-là? Moi, c'est pas ça qu'on m'a enseigné, donc enseignons l'histoire que moi j'ai appris. Je veux lancer là-dessus sur une réflexion sur l'histoire, surtout avec un historien. Oui, les faits sont arrivés, mais l'histoire, l'étude de ce qui est arrivé, il y a des changements. Le passé est constamment revisité et réinterprété, n'est-ce pas? Oui, mais c'est ça, mais il faut quand même faire une distinction entre l'histoire, comment on la pratique dans le milieu académique, puis l'histoire, comment les gens l'interprètent, la mémoire, la commémoration, c'est toutes des choses qui relèvent pas exactement de la même chose. Tu sais, par exemple, l'histoire autochtone, c'est un champ foisonnant depuis les années 80. Pourquoi est-ce que c'est pas intégré davantage dans la connaissance générale de l'histoire des Québécois, Québécoises? C'est pas nécessairement parce qu'il n'y a pas de recherche qui se fait pas de ce côté-là. C'est parce qu'il n'y a pas de dialogue ou il y a une certaine imperméabilité entre le milieu de l'éducation supérieure puis celui du primaire, secondaire. Collégial, c'est comme un tampon entre les deux. Fait que pour répondre assez simplement à une question qui est quand même compliquée, c'est que je pense qu'il y a du travail à faire dans cette direction-là. Puis, tantôt on parlait de la commission Vérité et Réconciliation, un des appels à l'action, c'est justement cette idée d'en parler, de faire connaître les effets du colonialisme, de reconnaître les torts de la société canadienne, d'en arriver peut-être à un dialogue ou en tout cas une forme de mea culpa qui pourrait permettre le pardon d'une certaine façon. Et ça, je pense que c'est la responsabilité des professeurs en histoire, mais aussi plus largement de la société, hein, c'est-à-dire quand on fait de la commémoration, quand on choisit de reconnaître certains individus pour ce qu'ils ont fait dans le passé, ben il faut choisir avec soin, il faut choisir avec sensibilité. Puis après ça, qu'il y a des gens qui considèrent que
ce qu'ils ont appris à l'école devrait être l'histoire avec un grand H qui devrait être continu. Ben, ça, pour moi, ça fait aucun sens parce que c'est une recherche qui est dynamique, qui change. Et si on écoutait cette façon d'interpréter les choses-là, on n'aurait jamais développé des champs comme l'histoire autochtone, l'histoire des femmes, l'histoire des populations marginalisées, l'histoire du racisme. Fait que ça, pour moi, c'est pas... c'est ça. Pour moi, c'est pas un argument qui me paraît très convaincant. Est-ce que ça résonnait bien? Oui. Puis c'est sûr, juste pour venir à toute la question de réconciliation, parce que c'est sûr, les appels à l'action invitaient aussi les facultés de droit à offrir une formation là, à tous les étudiants en droit, justement pour les sensibiliser aux peuples autochtones et ce qu'ils ont vécu là, par rapport aux droits. Puis d'ailleurs, cette année, on a un cours obligatoire là, à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Ben, c'est quand même... il y a plusieurs universités qui ont embarqué dans cette démarche-là. Je sais qu'en médecine, maintenant, à l'Université de Montréal aussi, par exemple, ils ont des cours spécifiquement sur les rapports historiques de la médecine coloniale avec les Premières Nations. C'est un enjeu important aussi. Ouais. Dans différents domaines, je pense que c'est important de faire... Oui. Bon, pour aller sur l'exemple de la médecine, juste pour que donner des exemples avec d'autres pays, avec le Japon, ils introduisent aussi des aspects traditionnels de leur culture dans la biomédecine pour faire de quoi de plus global selon leur perspective. Les Chinois vont faire la même chose. C'est pas un rejet de la biomédecine d'inclure d'autres aspects. C'est juste un complément et d'aller chercher autre chose. Et dans la médecine, ça va compléter des petits problèmes de la biomédecine en incluant d'autres choses qui vont finalement améliorer la médecine. Ça serait mon interprétation de la chose, basée aussi sur mes connaissances en Asie qui font beaucoup ça. Ils vont traiter le cancer, mais ils vont aussi aider le patient à mieux vivre, mais pas juste avec des médicaments. Ça, c'est un exemple plus précis. Mais ça, on voit de plus en plus ce type de projet-là, à l'université du moins, ce qui est très bien. Mais est-ce qu'on voit ça hors des murs de l'université? Souvent, on va parler de l'université dans sa tour d'ivoire. Là. Sur certains aspects, c'est vrai. Sur cette question-ci, est-ce que c'est encore un peu trop cloisonné, surtout d'un point de vue personnel? Là? Ou à Ottawa, dans la société civile, on voit aussi des améliorations. Par rapport à... Par rapport à l'inclusion de savoirs autochtones dans l'esprit de décolonisation du savoir, par exemple. Ben, pour l'enseignement du droit, c'est sûr, on a quand même, tu sais, avec le certificat en droit autochtone, qui est un programme unique, novateur, on voulait trouver une façon d'accueillir les apprenants autochtones, les attirer vers les études en droit et de trouver une façon de les accueillir de façon plus respectueuse en les accueillant dans leur univers juridique, dans leur conception du droit autochtone. Puis je pense que ça, c'est vraiment... c'est un tout nouveau programme qui a commencé en 2022. On a la 3e cohorte cette année. On est en recrutement avec la 4e cohorte. Puis je pense que c'est le fait de tu sais, un peu inverse, mais parce qu'on veut le fait d'enseigner le droit à l'université, de faire un programme universitaire, c'est quand même parce qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés. Puis, tu sais, le cheminement, on décolonise aussi. La pédagogie, on utilise la pédagogie autochtone, beaucoup d'observations, la transmission des savoirs avec les aînés, puis revaloriser aussi les savoirs qu'on a auprès
des différents peuples autochtones. Et, tu sais, on fait, je pense qu'on a quand même fait un pas important, mais on sait, parce que j'ai d'autres projets de recherche au niveau de la santé mentale, par exemple, dans ma communauté aussi. Et on a commencé à rencontrer des membres de la communauté qui avaient vécu, par exemple, avec la P38. Et les entretiens qu'on fait, on voit quand même que il y a un besoin d'utiliser davantage nos personnes qui détiennent des connaissances, la médecine, puis c'est plus difficile au Québec à cause de la loi 21. Là. Puis, fait que ça, c'est... Oui, au moment de l'enregistrement, c'est devant la Cour suprême, donc on ne peut pas trop avancer parce que ça se peut que ça change. Ouais. Je vais me tourner ici pour plus au Québec, dans les recherches. Le peuple québécois est un peuple intéressant. C'est un peuple qui a colonisé et qui a été colonisé. Est-ce que ça se traduit dans les recherches que tu fais? Ou, ce rapport-là, ou je ne sais pas si tu dis aussi avec plus les populations eux-mêmes avec le rapport avec les Autochtones, ou c'est vraiment plus le chômage? Je vais essayer d'interpréter la question dans une réponse. Là. Tu me diras si j'ai mal interprété. Je me suis pas beaucoup intéressé à comment les colons perçoivent les Autochtones directement. Par contre, je me suis intéressé à documenter l'aspect colonialiste de la période des années 30. On avait produit essentiellement, quand je dis historiographie, on avait une historiographie québécoise de la colonisation qui était pratiquement vide de colonialisme. Hein. On avait comme choisi de ne pas l'aborder sous cet angle-là. C'est ce que j'ai décidé de faire et de montrer les conséquences directes, par exemple, sur l'appropriation de territoires de certaines nations, notamment la nation de Témiscamingue, des Anishinabés du nord du lac Témiscamingue, qui vont perdre une partie significative de leurs terres à travers un processus de cession pour placer des colons durant la Grande Dépression, des territoires de chasse qui avaient été protégés sous ce qu'on appelait à l'époque les réserves de castors, qui servaient aux Premières Nations pour continuer un mode de vie fondé sur la chasse, la trappe, qui était protégé contre l'exploitation par des trappeurs blancs, trappeurs euro-québécois. Ben, pendant la crise, étant donné l'effort qu'on fait pour le retour à la terre, on va placer des colons dans ces territoires-là, ce qui va donc avoir des conséquences significatives sur la capacité des familles à s'autosuffire à travers leur mode de vie traditionnel. Donc, j'ai pas nécessairement de données sur comment les gens vivent ça, comment les Euro-Québécois qui sont placés sur ce territoire-là, parce que j'ai pas nécessairement cette capacité-là à aller chercher les sources. Je peux pas les créer, les sources. Par contre, je suis capable de dire dans une perspective plus d'action de l'État québécois, du rôle qu'a joué la colonisation dans ce processus-là, que les années 30, c'est un moment fort quand même du colonialisme québécois. Que c'est un moment d'appropriation forcée du territoire qui doit être reconnu aussi comme ça. Pas juste un... c'est un aspect de ma thèse. Là, j'en parle parce que ça cadre bien avec la discussion. Là. Je parle d'autres choses aussi, mais que c'est ça, de reconnaître ce moment-là, de ce retour à la terre, que c'est pas juste l'histoire de la famine, de familles, de chômeurs. Oui, c'est des gens qui vont vivre une misère assez absolue sur les terres où on va les placer, mais ça se construit aussi dans un projet plus large qui est celui de l'appropriation du sol, un projet qui est commencé depuis longtemps au Québec. C'est plus dans cette perspective-là que je le fais. Donc, encore une fois, comme je le disais tantôt, c'est vraiment dans la perspective de l'État colonial, de ces mécanismes d'appropriation, puis on pourrait dire donc du processus du colonialisme qui se met en place dans cette période-là au Québec, ou pas qui se met en place, mais qui se consolide ou qui s'exerce dans cette période-là de l'histoire du Québec. Oui, parce que c'est une grande histoire, le colonialisme, là. On passe pas à côté. Elle commence pas par le Québec, elle finit pas par le Québec non plus. Puis il y a des étapes, des étapes différentes, des choses qui sont faites différemment à travers toute l'histoire, qui peuvent grandement varier, des moments plus intenses, des moments
moins intense. Par le niveau d'intensité, je ne sais pas si on peut... On n'a pas beaucoup de données quand même. Moi, je travaille un peu à ça, je travaille sur d'autres choses aussi, mais à documenter vraiment des cas concrets d'appropriation du sol, pas nécessairement parce qu'on a besoin de le fonder dans du concret, mais des fois, j'ai l'impression, moi, que si on est capable de le refléter, cette appropriation très concrète-là, hein, des preuves matérielles, ben peut-être qu'on va réussir à convaincre davantage les gens qui ont fait aussi partie de ce processus-là, que les Québécois ont un passé colonial qu'il faut qu'il soit reconnu, malgré, comme tu disais, le processus de colonisation par les Britanniques. C'est sûr qu'on a longtemps tablé sur cette question-là, hein, de parler du nous collectif en refusant de reconnaître le nous pluricollectif ou les Premières Nations puis le territoire sur lequel on avait érigé notre nation. Et ça m'apparaît comme peut-être un moyen parmi d'autres pour dire, ben regardez, nous aussi, on a un passé lourd, on a une faute à reconnaître, puis je vois pas pourquoi on le ferait pas. On perd rien à le faire, en fait. Ça m'apparaît comme un projet, une façon parmi d'autres de reconnaître ou d'engager la discussion vers la réconciliation. Oui, j'ai jamais compris cette position de certaines personnes au Québec, d'autres vont être très différents, de juste se positionner en victime dans l'histoire et de ne pas reconnaître les torts qui ont été faits envers d'autres, alors qu'au contraire, moi je trouve que on peut connecter, même si c'est pas les mêmes souffrances historiques et contemporaines dans certains cas, il y a quand même un partage et reconnaître me semble être nécessaire. On est dans une mouvance politique plus nationaliste ces temps-ci. Je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles. Ça ne semble pas vraiment changer. Quand on parle, on peut aborder un peu plus l'aspect réconciliation. Avec le politique, comment est-ce que, en plus ancienne politicienne, comment est-ce qu'on voit l'avenir dans les prochaines années, là, pas dans 20 ans, mais les prochaines années, au niveau de la réconciliation? Moi, je vais retourner au niveau de la recherche. Parce que moi, je pense que c'est vraiment l'enseignement aussi, là. Puis, tu sais, c'est un peu comme ça que moi, quand j'ai fait toute ma recherche sur l'adoption coutumière, c'est sûr, moi, j'avais ma formation de juriste civiliste. Puis j'ai bâti ma grille d'entrevue à partir des termes. Puis quand je suis venue pour analyser les données, j'ai dû décoloniser aussi mon esprit. Puis ça a été quand même assez violent et d'aller vraiment aussi profond. Puis me reconnecter aussi avec les savoirs des ancêtres, d'aller se situer, parce que j'avais une collègue qui me disait souvent, oublie pas, faut que tu fasses parler tes données. Puis ça a été vraiment une démarche de réconciliation personnelle que j'ai faite. Et puis après ça, tu sais, nous, les savoirs, contiennent des responsabilités. Tu sais, c'est important pour de les porter, mais aussi de les transmettre, de s'assurer qu'ils puissent survivre, se perpétuer. Et ça a été ma façon, je crois, avec le programme de certificat en droit, quand la doyenne Marie-Ève Sylvestre m'a demandé de travailler, de revoir le programme de pré-droit, puis de lui... c'est vraiment extraordinaire quand une personne te dit présente-moi quelque chose, puis rêve grand, là. Présente-moi ce que tu veux. Alors, quand j'ai proposé le programme, ça a été vraiment bien... accueilli, supporté, puis juste le fait de le voir se réaliser en quelques mois, c'est extraordinaire.
Et moi, je le vis à travers le programme de certificat en droit. Et je pense que même les apprenants qui s'inscrivent dans le programme là, le vivent. Puis, tu sais, veut pas, le passé, notre histoire vient se connecter aux formations, aux échanges, aux cercles d'apprentissage. Il y a des domaines, là, des cours qui sont plus sensibles que d'autres, comme le ordre juridique autochtone et droit criminel, ordre juridique autochtone et droit constitutionnel. Alors, je pense que même en droit de la famille, parce qu'on a vécu aussi, par rapport au système de protection de la jeunesse qui a touché beaucoup de familles, de jeunes, encore aujourd'hui, qui ont été placés dans des familles à l'extérieur, qui ont perdu leur langue, les contacts avec leur famille. Alors, ça vient toucher ces aspects-là dans le programme. Alors, puis, pour moi, ça, c'est important. C'est comme de travailler cet aspect-là aussi. Mais je pense qu'il faut également aller plus loin. Tu sais, on est... ça fait quand même plusieurs années qu'il y a des chercheurs autochtones, surtout dans l'Ouest anglophone, qui travaillent sur à documenter le droit autochtone, entre autres... John Burroughs, qui a écrit un livre sur la Constitution autochtone au Canada et qui est d'ailleurs très inspirant pour nos cours. Mais c'est vraiment de faire une place importante aux ordres juridiques autochtones dans le droit canadien, dans les systèmes. Puis, tu sais, je pense que comment l'aménager, j'ai pas de réponse. Il faut le trouver. C'est sûr, à un moment donné, comme chez les Atikamekw Nerwisiok, le véhicule qu'on avait trouvé, c'était avec les négociations territoriales globales. Ben, ça fait 40 ans qu'on est en processus. Il n'y a pas de projet de traité encore. Alors, il faut... Puis même, j'ai fait la recherche sur l'adoption, le système juridique coutumier. Et, tu sais, j'étais tellement enthousiaste quand il y a eu la reconnaissance de l'adoption coutumière autochtone au Québec. Mais finalement, avec la recherche, c'est pas toutes les coutumes autochtones qui sont reconnues, c'est ceux qui sont en respect avec le principe, l'intérêt de l'enfant, le respect des droits de l'enfant, les consentements. Puis, le mécanisme qui a été mis en place, c'est que l'autorité compétente qui a été nommée par la communauté ou la nation doit s'assurer. Comme, ça vient encore cadrer notre système. Puis je pense que il faut trouver innover, il faut trouver des façons de donner plus de place aux ordres juridiques autochtones si on veut vraiment parler de réconciliation. Donc, juste pour, si je comprends bien, le problème dans l'exemple donné ici, c'est qu'on veut créer un nouvel ordre juridique, mais avec les cadres coloniales. On applique la loi pour au moins minimiser, on ne veut pas que ce soit entièrement libre et autochtone. On met quand même certaines barrières. C'est sûr, avec la loi, la reconnaissance de l'adoption coutumière au Québec, il y a quand même certaines balises là, qui ont été mises. C'est pour ça que plusieurs nations, entre autres au Québec, au Bidjouan, les Atikamekw Nerwisiok de Bidjouan sont allés vers la loi C-92 et pour exercer vraiment leur autonomie gouvernementale au niveau entière, là, au niveau de l'enfance, jeunesse et famille.
Et c'est ça, c'est vraiment... Puis, nous, avec le certificat en droit autochtone, on a vu aussi les besoins des communautés d'être supportées, soutenues dans la revitalisation de leur ordre juridique autochtone. Fait qu'on est comme en train de développer un centre de revitalisation du droit autochtone pour soutenir les communautés puis les apprenants du programme, là, les encourager à trouver des façons, puis en utilisant des différentes méthodologies de recherche autochtone, de recherche juridique autochtone aussi. Très intéressant. Je vais vous lancer sur une question, sur certains commentaires qui m'agacent, surtout par rapport à l'histoire. C'est certains réflexes chez certaines personnes de séparer passé et présent. Alors, ça s'est passé dans le passé. Faut aller ailleurs. Comment liez-vous passé et présent? Comment définiriez-vous la relation entre ces deux mots? On peut commencer. Je veux vous entendre tous les deux sur ça. Je pense que je reviendrai un peu à ce que je disais tout à l'heure, là, c'est-à-dire que je pense que quand il y a eu... quand il y a un processus de justice ou de réparation qui veut être fait entre deux personnes, il y a, à mon avis, nécessité que la personne qui a commis les actes reconnaisse déjà en partant les actes qui ont été commis. À mon avis, c'est le premier pas vers une discussion, vers un dialogue. Comme, en fait, le colonialisme, on ne veut pas décoloniser, là, donc le colonialisme est encore présent aujourd'hui. Fait que le présent vit ces formes de colonialisme qui sont différentes de celles en fait, qui ont leurs racines dans le passé, qui ont évolué, pas au sens positif du terme nécessairement, mais qui se sont transformées, en fait, pas évolué, qui se sont transformées avec le temps. Donc, le passé puis le présent, il y a un lien étroit dans cette relation-là. Et si à partir du moment où on est honnête dans le processus de discussion, d'ouverture de ce que Mme Ottawa disait par rapport à la reconnaissance, notamment juridique, là où le dialogue doit commencer, c'est en se disant, OK, on accepte, on reconnaît finalement les torts qu'on a commis, puis où on va à partir de là, comment on réussit à créer un dialogue. Puis pour ça, à mon avis, l'histoire, je pense que plus on va convaincre par des exemples, par la capacité à le documenter, puis je pense que les exemples sont déjà assez nombreux, là. À mon avis, les convaincus sont déjà convaincus, puis les autres, je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre, mais c'est un effort qu'on doit continuer à faire. Pareil par l'éducation, par l'enseignement, par la commémoration, par les processus plus officiels de reconnaissance ou de réconciliation. C'est peut-être une réponse un peu large, mais mais c'était une question large. Justement, sur ce lien entre passé et présent, qu'est-ce qui les lie? C'est important. Je suis entièrement d'accord avec Jean-Philippe Bernard pour le passé, d'aller reconnaître ce qui s'est passé, d'aller faire un retour si on veut changer, si on a les façons de faire. Je pense que c'est vraiment important de considérer les torts passés et le présent, comment on veut maintenant marcher ensemble. Oui. Un exemple que je donnerais pour bien voir cette relation entre les deux, c'est le concept de racisme systémique. Certaines personnes n'aiment pas, mais je trouve qu'il en fait aide beaucoup à comprendre les choses, plus que le concept de racisme seul. Mais si on fait une institution, il y a 50 ans, on a fait une loi qui était raciste et qu'elle est encore en application, la personne qui l'applique n'est pas raciste nécessairement, mais l'application va l'être. C'est ça un peu le racisme systémique, c'est peut-être un peu plus large. Mais c'est ce lien passé-présent qui peut dédouaner les gens, les fonctionnaires qui vont appliquer des lois ne sont pas racistes, mais l'application va l'être.
D'où ce lien présent-passé et d'où ce concept que je trouve quand même très utile. Bien qu'il faut, c'est un concept théorique, il faut tout le temps l'appliquer à un sujet plus concret. Effectivement, ça vient des États-Unis, c'est un autre contexte. Mais ici, au Québec, le gouvernement, du moins, refuse de l'utiliser. Partout ailleurs au Canada, on l'utilise. Est-ce que c'est... Comment on voit ça, ce refus par un gouvernement d'utiliser un concept qui me semble, puis ça c'est peut-être juste moi, explique beaucoup mieux et aide à avancer, à reconnaître un problème et à le changer. Si c'est un problème institutionnel, on peut mieux savoir où est le problème et le changer. Alors que si on utilise juste le concept de racisme, ben là, on ne réussira pas à trouver le problème. Ça se peut qu'il n'y ait pas de racisme, mais qu'il y ait du racisme. Donc, ce thème qui fait beaucoup parler au Québec, entre autres à cause du gouvernement, que je veux un peu vous entendre. Oui, je pense que ça serait... c'est une étape importante. Je pense que ça a été mentionné par les chefs au Québec, du Québec et les communautés aussi. Et c'est vraiment important c'est une base pour pouvoir avancer. Est-ce que c'est un outil qui est utilisé maintenant en histoire, ce concept théorique? Parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'il l'est. Je pourrais pas répondre à cette question-là. J'ai plus des opinions en tant que citoyen qu'en tant qu'historien par rapport à ça. En tant que citoyen aussi, c'est correct. Oui, mais je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec l'idée que effectivement, c'est un premier pas. Ça fait partie des nombreux pas que doivent faire les sociétés coloniales. Parmi d'autres, là, en fait. À mon avis, c'est juste c'est une petite brique au grand mur en fait, c'est peut-être un mur, c'est pas un bon exemple de réconciliation. Mais c'est de sortir d'enlever une brique parmi d'autres, là, mais oui, effectivement, mais je me prononcerai pas vraiment comme historien sur ce point-là. OK. Ben, je veux dire, des fois, c'est des concepts qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas. Des fois, c'est pas utile dans la recherche qu'on fait, alors que dans d'autres, ça va être beaucoup plus utile. En droit, par exemple. Oui. En sociologie, c'est très utilisé de nos jours. Mais bref, je voulais aussi mentionner que c'est effectivement, c'est pas... Le racisme systémique n'a pas une définition précise dans son application, mais c'est un concept théorique et qui nécessite constamment d'être appliqué et d'être expliqué. Je pense que ça, c'est peut-être un concept qui est mal compris aussi. Peut-être mal... repris par certaines personnes qui le déforment aussi, là, surtout aux États-Unis, mais qui m'apparaît essentiel et très utile. Mais bon, ça c'est peut-être juste moi. Mais bon, c'est un concept aussi bien utilisé à l'université. Mais encore là, utilisé de façon plus précise. Pas juste en disant racisme systémique dans les médias. Là. Mais bon, ça c'est une autre chose. Mais parlant médias, lancer une question sur la question de la représentation à travers les différents médias. Parce que, il me semble, on voit beaucoup plus d'art. Le cinéma est un peu plus mis de l'avant. Est-ce une perception où ça va vraiment mieux, tout ce qui est artistique, les arts autochtones? À Montréal, du moins, j'ai été voir quelques pièces de théâtre. Ici, à Ottawa, on peut aussi écouter de la musique. C'est vivant. Et beaucoup plus diffusé aussi que ce l'était il n'y a pas si longtemps que ça. Là. Au niveau de l'art autochtone? Oui. Ouais. La présence des arts, de la représentation à travers les différents types de médias, c'est quelque chose qui est important. Donc, je voulais juste savoir si c'était une impression ou, même dans les communautés, on sent que ça...
Ben oui, je pense que c'est important. Il y a différentes formes. Tu sais, on a des groupes aussi musicaux, des événements, des vidéos, des œuvres d'art qui sont réalisées. Puis, tu sais, tous ces éléments-là véhiculent aussi le droit, le droit autochtone. Et je pense que c'est vraiment... c'est aussi une façon d'aller chercher les jeunes et vers le droit. Là. Je pense que ouais. C'est bien. Puis même, tu sais, chez nous, on a aussi des personnes qui font des œuvres, des paniers avec des motifs qui rappellent des enseignements également. Là, il y a des enseignements qui sont contenus là, dans les... comme dans les paniers en écorce ou même quand des gens font les raquettes. Il y a possibilité de faire des motifs, différents motifs pour raconter l'histoire. Alors, c'est sûr, on en voit, il y a des pièces de théâtre, il y a beaucoup ça permet aussi d'avoir une visibilité autochtone. Mais Carl, on est rendu à combien de temps? Ouais, on vient de passer notre heure. Donc, peut-être une dernière question. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, est-ce que tu avais une question en tête? Ah oui, ben je pourrais bien. On a parlé beaucoup de territoire. Puis l'enjeu du territoire, c'est quelque chose qui revient excessivement souvent quand on discute justement dans les médias des relations avec les Premières Nations. J'ai l'impression, Jean-Philippe en a parlé un petit peu tantôt, mais comment est-ce que votre travail peut adresser justement les enjeux de territoire? Comment est-ce que ça peut nous informer, par exemple, d'aller voir l'histoire pour discuter du territoire aujourd'hui? Ou comment est-ce que les enseignements légaux des Premières Nations peuvent nous aider à adresser les complexités du territoire? Peux-tu commencer? Oui. C'est sûr, dans le cadre de... Tu sais, j'enseigne les traditions juridiques autochtones à l'université, à la licence, mais aussi dans le certificat en droit autochtone. On a un volet là, sur le droit foncier, mais on a une autre façon de voir la relation au territoire. Tu sais, on n'a pas la notion de propriété du territoire, mais on appartient au territoire. Puis tout ça contient des devoirs, des responsabilités et tout aussi ce qui vit sur le territoire. C'est pas, pour nous, c'est pas des ressources, mais ça fait partie de nos relations. On a un terme, on dit Widjan, les arbres, l'eau, les montagnes. Il y a des êtres humains, non humains, vivants, non vivants. Ils font partie de nos relations. Alors, c'est important aussi de l'enseigner, de le rappeler à nos apprenants. Et c'est quand même un élément important, fondamental de notre système de droit. Merci. Moi, j'irais d'une réponse un petit peu plus juridique occidentale, dans la mesure où il se trouve que devant les tribunaux actuellement, il y a plusieurs causes qui sont entendues dans ce qu'on va appeler, tantôt on en a parlé rapidement, des revendications territoriales, qu'elles soient globales ou particulières. Ce sont des tribunaux indépendants qui siègent sur des questions liées aux litiges territoriaux entre la Couronne et les Premières Nations.
Et moi, avant d'être professeur, en fait, c'est très récent là, que je suis professeur depuis l'automne 2023. J'étais consultant historien pour une firme qui se spécialise dans la question des revendications territoriales autochtones. Donc, le travail d'historien dans ce cas-là, c'est essentiellement de monter des dossiers juridiques pour les Premières Nations, de monter des dossiers historiques, pardon, pour les Premières Nations, qui, elles, peuvent aller défendre ces causes-là devant les tribunaux des revendications particulières. C'est d'utiliser, c'est sûr, un moyen colonial de faire entendre les questions territoriales autochtones. Ça reste qu'on est pris un peu dans les infrastructures qu'imposent ces lois-là, puis je pense que c'est une des choses qu'on essaie de voir comment on peut changer. Il y a eu beaucoup de transformations qui se sont faites quand même de ce côté-là, notamment au point de vue de la reconnaissance des témoignages oraux de Premières Nations, ce qu'on refusait essentiellement de faire au début de l'application de ces lois-là dans les années 70. Aujourd'hui, il y a plus une diversité de témoignages qui sont amenés devant la cour. Il y a une volonté, je pense, peut-être qu'elle n'est pas entière, puis il y a encore toujours du travail à faire de ce côté-là, mais d'aller vers une diversité. Mais les historiennes dont je suis, font aussi beaucoup de travail de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on va aller chercher dans les archives les responsabilités qu'avait le gouvernement fédéral, par exemple, sur la protection des terres des réserves, puis voir si il a honoré ses responsabilités ou pas. Et la plupart du temps, on trouve quand même des litiges qui sont facilement démontrables dans les sources historiques, les mêmes sources qui sont produites par l'État colonial. Ce qui est un peu paradoxal, hein, dans la mesure où on cherche à défendre des questions territoriales. Après ça, c'est sûr que c'est, comme je disais, c'est une solution qui passe par les institutions coloniales et le résultat de ça, c'est souvent des sommes d'argent. Est-ce que vraiment on règle un enjeu aussi profond que l'appartenance au territoire avec de l'argent? Là, ça, c'est peut-être pas à moi de répondre à cette question-là, mais je pense que c'est une question qui se pose. Puis est-ce que c'est comme ça qu'on va arriver à reconnaître, justement? Encore là, je pense que la réponse est complexe, mais c'est une des façons que en tant qu'historien, on peut travailler dans cette direction-là, puis que moi, j'ai choisi de faire pendant quand même 6 ans de ma vie avant d'arriver à l'université. Merveilleux, merci beaucoup. J'ai miroité. Merci. Très bonne réponse. Merci beaucoup. Je remercie aussi le public de nous avoir écoutés et regardé pour les gens de la vidéo. Et je vous remercie tous les deux d'avoir accepté encore une fois. C'était, je pense, éclairant et très intéressant. Et sur ça, je dis au public, à la prochaine fois.